Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 10. La maison heureuse. La bataille sur le lagon eut une importante conséquence, c'est qu'elle leur valut l'amitié des peaux-rouges. Peter avait sauvé les tigrés d'un destin abominable, et il n'y avait désormais rien qu'elle et ses braves n'auraient pu pour lui. Toute la nuit, elle restait assise sur le sol à monter la garde de la maison souterraine, attendant la grande attaque des pirates qui ne pouvait évidemment plus tarder. Même en pleine journée, ils restaient dans les parages, à fumer le calumet de la paix et à vous regarder presque comme s'ils attendaient des bonbons à manger. Ils appelaient Peter Papa Blanc le Grand et se prosternaient devant lui. Et il aimait cela à la folie, ce qui n'était vraiment pas très bon pour lui. Papa Blanc le Grand, leur disait-il sur un ton vraiment princier, tandis qu'il rampait à ses pieds, est heureux de voir les guerriers Picanini protéger son wigwam contre les pirates. Moi, Listigré, répondait cette belle créature. Peter Pan, sauvez-moi, moi, son grand gentil ami, pas laisser pirate faire mal à lui. Elle était beaucoup trop jolie pour s'abaisser ainsi, mais Peter pensait que tout cela était son dû et il répondait avec condescendance. C'est bien, Peter a dit. Toujours lorsqu'il disait Peter Pan a dit, cela signifiait qu'il devait désormais se taire. Et il l'acceptait humblement dans cet esprit, mais ils étaient loin d'être aussi respectueux envers les autres garçons qu'ils considéraient simplement comme des braves tout à fait communs. Il leur disait « Vous comment allez ?» et autres sorties du même acabit. Et ce qui agaçait les garçons, c'est que Peter semblait penser que tout cela était dans l'ordre. En secret, Wendy avait assez de compassion pour eux, mais elle était une femme au foyer bien trop fidèle pour écouter les plaintes contre le père. Papa sait mieux, disait-elle toujours, quelle que fût son opinion personnelle. Son opinion personnelle était que les peaux-rouges ne devaient pas l'appeler Squaw. Nous abordons maintenant la soirée qui devait rester célèbre parmi eux comme la nuit des nuits, en raison de ses aventures et de leur issue. La journée, comme pour donner à chacun le temps de rassembler tranquillement ses forces, avait été presque sans histoire, et à présent les peaux-rouges, roulés dans leur couverture, étaient à leur poste sur la maison, tandis qu'en dessous, les enfants prenaient leur repas du soir, sauf Peter, qui était sorti pour savoir l'heure. Le moyen de savoir l'heure sur l'île était d'aller trouver le crocodile, puis de rester près de lui jusqu'à ce que l'horloge sonne. Le repas se trouva être un thé pour de faux, et ils s'assirent autour de la table, se bafferant avec avidité, et vraiment, cela s'ajoutant à leur bavardage et à leurs récriminations faisant un bruit, comme le disait Wendy, positivement assourdissant. Assurément, le bruit ne la dérangeait pas. Mais elle ne tolérait tout simplement pas de les voir attraper quelque chose, puis s'excuser en disant que c'était Mirliton qui leur avait poussé le coude. C'était une règle inviolable de ne jamais riposter pendant les repas et de toujours soumettre à Wendy l'objet d'une dispute en levant le bras droit poliment et en déclarant « J'ai à me plaindre de ceci et de cela ». Or, dans les faits, en général, ou bien ils oubliaient de le faire, ou ils le faisaient trop souvent. « Silence !» cria Wendy, après leur avoir demandé pour la 20e fois de ne pas parler tous en même temps. « Est-ce que ta tasse est vide, Plume, mon chéri ?»« Pas tout à fait vide, maman, » dit Plume après avoir examiné une tasse imaginaire. « Il n'a même pas commencé à boire son lait, » intervint Grabouille. C'était du cafardage caractérisé et Plume saisit sa chance. « J'ai à me plaindre de Grabouille, » s'écria-t-il en toute hâte. John, cependant, avait levé la main en premier. « Eh bien, John, puis-je m'asseoir dans le fauteuil de Peter, comme il n'est pas là ?»« T'asseoir dans le fauteuil du père, John. » Wendy était scandalisée. « Il n'en est pas question. »« Ce n'est pas vraiment notre père, » répondit John. « Il ne savait même pas comment un père se comporte avant que je le lui explique. » C'était une contestation caractérisée. « Nous avons à nous plaindre de John, » s'écrièrent les jumeaux. Mirliton leva la main. En effet, il était tellement plus humble que tous. À vrai dire, il était le seul à être humble. Que Wendy se montrait particulièrement douce envers lui. « Je ne pense pas, dit timidement Mirliton, que je pourrais être père. »« Non, Mirliton. » Une fois que Mirliton était lancé, ce qui n'arrivait pas très souvent, il poursuivait souvent sans réfléchir. « Comme je ne peux pas être père, dit-il en insistant, je n'ose penser, Michael, que tu me permettrais d'être bébé. »« C'est certainement pas, martela Michael. Il était déjà dans son berceau. »« Comme je ne peux pas être bébé, dit Mirliton, insistant plus en plus lourdement, pensez-vous que je pourrais être un jumeau ?
En aucun cas, répondirent les jumeaux. Il est extrêmement difficile d'être un jumeau. Comme je ne peux être aucune personne importante, dit Mirliton, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me jouer un tour? Non, répondirent-ils tous. Alors, enfin, il s'arrêta. Je n'avais pas vraiment d'espoir, dit-il. Puis l'odieux cafardage reprit. Plume a toussé sur la table. Les jumeaux commencent par les gâteaux au fromage. Frisoton prend du beurre et du miel en même temps. Grabouille par la bouche pleine. J'ai à me plaindre des jumeaux, j'ai à me plaindre de Frisoton, j'ai à me plaindre de Grabouille. Mon Dieu, s'écria Wendy. C'est pourtant vrai que j'ai l'impression que les célibataires ont de la chance. Elle leur dit de débarrasser le plancher et s'assit devant son panier de couture avec un grand tas de chaussettes longues, toutes trouées aux genoux, comme d'habitude. Wendy, protesta Michael, je suis trop grand pour être au berceau. Il me faut quelqu'un dans un berceau, dit-elle presque sèchement. Et tu es le plus petit. C'est si joli et si douillet d'avoir un berceau dans une maison. Pendant qu'elle causait, il joue autour d'elle. Quel joli rassemblement de visages heureux et de membres dansants à la lumière romantique du feu. Tout cela était devenu une scène très courante dans la maison souterraine, mais nous la contemplons pour la première fois. On entendit des pas au-dessus, et Wendy, soyez-en sûrs, fut la première à les reconnaître. Les enfants, j'entends les pas de votre père. Allez lui ouvrir la porte, vous lui ferez plaisir. Au-dessus, les peaux rouges s'agenouillaient devant Peter. Ouvrez l'œil, mes braves, j'ai dit. Ensuite, comme tant de fois auparavant, les joyeux enfants le tirèrent hors de son arbre, comme tant de fois auparavant, mais pour la toute dernière. Il avait rapporté des noix pour les garçons et l'heure exacte pour Wendy. Peter, tu égates trop, tu sais, minaudait Wendy. Allons donc, bobonne, dit Peter en accrochant son fusil. C'est moi qui lui ai dit qu'on appelle les mamans bobonnes, chuchota Michael à Frisoton. J'ai à me plaindre de Michael, déclara instantanément Frisoton. Le premier jumeau vint voir Peter. Papa, on veut danser. Eh bien, on va danser, mon petit bonhomme, dit Peter qui était d'excellente humeur. Mais on veut que ce soit toi qui danses. Peter était de loin le meilleur danseur parmi eux, mais il fit semblant d'être scandalisé. Moi, mes vieux os feraient un drôle de boucan. Et maman aussi. Quoi s'écria Wendy. La mère d'une pareille équipe, danser. Mais on est samedi soir, insinua Plume. Ce n'était pas vraiment un samedi soir, mais ça aurait pu l'être, car ils avaient depuis longtemps perdu le compte des jours. Néanmoins, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose d'un peu particulier, il disait qu'on était samedi soir, puis le faisait. Évidemment, Peter, on est samedi soir, dit Wendy attendrie. Des gens de notre condition, Wendy, mais seulement devant notre propre progéniture. C'est vrai, c'est vrai. Alors on les autorisa à danser, à condition qu'elles se mettent d'abord en chemise de nuit. Ah, bobonne, dit Peter à Wendy, en se réchauffant près du feu et en la regardant assise, occupée à tourner le rouet. Il n'y a rien de plus agréable qu'une soirée tous les deux, quand le labeur de la journée est terminé et que l'on peut se reposer au coin du feu avec les petits. C'est délicieux, Peter, n'est-ce pas? Dit Wendy, monstrueusement contente. Peter, je trouve que Frisoton a ton nez. Michael a tout pris de toi. Elle alla vers lui et lui posa la main sur l'épaule. Cher Peter, dit-elle, avec une famille aussi nombreuse, je ne suis évidemment plus celle que j'ai été, mais tu ne voudrais pas changer pour une autre, dis-moi? Non, Wendy. Certes, il ne souhaitait aucun changement, mais il la regardait mal à l'aise, clignant des yeux, vous savez, comme quelqu'un qui se demande s'il rêve ou s'il veille. Peter, qu'y a-t-il? Non, je réfléchissais, dit-il un peu anxieux. On fait seulement semblant que je suis leur père, n'est-ce pas? Oh oui, dit Wendy avec assurance. Tu comprends, poursuivit-il en s'excusant. J'aurais l'air si vieux si j'étais leur vrai père. Mais ce sont les nôtres, Peter, les tiens et les miens. Mais pas pour de vrai, Wendy, demanda-t-il avec inquiétude. Non, pas si tu ne le veux pas, répondit-elle. Elle entendit alors distinctement un soupir de soulagement. Peter, dit-elle en tâchant d'adopter un ton ferme, quels sont exactement tes sentiments pour moi? Ceux d'un fils dévoué, Wendy. Je m'en doutais, dit-elle. Et elle alla s'asseoir toute seule à l'autre bout de la pièce. Tu es si bizarre, dit-il sincèrement perplexe. Élise Tigré est comme toi. Elle veut être quelque chose pour moi, mais elle dit qu'il s'agit d'autre chose que d'une mère. Oui, en effet, c'est autre chose, répliqua Wendy sur un ton épouvantable. Maintenant, nous savons d'où venaient ces préjugés contre les peaux rouges. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas à une dame de te le dire. Oh, très bien, dit
Peter, un peu agacé. Peut-être que Clochette me le dira. C'est ça, Clochette te le dira, partit Wendy avec mépris. Cette pauvre petite créature abandonnée. À cet instant, Clochette, qui était dans sa chambre et qui les entendait, grinça quelque chose d'impertinent. Elle dit qu'elle se félicite d'être abandonnée, traduisit Peter. Il eut brusquement une idée. Peut-être que Clochette voudrait être ma mère. Grosse bourrique, cria Clochette dans un sursaut de colère. Elle l'avait dit si souvent que Wendy n'avait pas besoin de traduction. Je suis presque d'accord avec elle, dit Wendy, cassante. Imaginez Wendy cassante. Mais elle avait été mise à rude épreuve et elle ne pouvait guère savoir ce qui allait se passer avant la fin de la nuit. Si elle l'avait su, elle ne se serait pas montrée cassante du tout. Aucun d'eux ne le savait. Peut-être valait-il mieux ne pas le savoir. Leur ignorance leur offrit une heure de bonheur de plus, et comme ce devait être leur dernière heure sur l'île, réjouissons-nous qu'elle ait duré 60 heureuses minutes. Ils chantèrent et dansèrent dans leur chemise de nuit. C'était cette chanson délicieusement inquiétante où chacun faisait mine d'avoir peur de sa propre ombre, n'imaginant guère qu'ils seraient très bientôt encerclés par des ombres qui les faisaient se blottir sous l'effet d'une terreur véritable. Quelle joyeuse fureur dans la danse, et comme ils se cahutaient les uns les autres sur le lit et en dehors. C'était une bataille d'oreillers plutôt qu'une danse, et quand ce fut terminé, les oreillers insistèrent pour en faire encore juste une dernière, comme des camarades qui savaient qu'ils ne se verront sans doute jamais. Et combien d'histoires ils racontèrent, avant l'heure où Wendy vint leur dire l'histoire de bonne nuit. Même Plume essaya ce soir d'en raconter une, mais elle commença d'une manière si terriblement ennuyeuse que non seulement tous les autres furent consternés, mais lui aussi, et il dit joyeusement « Oui, c'est un début ennuyeux. Dites, on n'a qu'à faire comme si c'était la fin. » Enfin, pour terminer, ils se mirent tous au lit pour écouter l'histoire de Wendy, l'histoire qu'ils aimaient le mieux, l'histoire que Peter haïssait. Habituellement, quand elle commençait à raconter cette histoire, il quittait la pièce ou se mettait les mains sur les oreilles, et peut-être que si, cette fois-là, il s'était comporté de cette manière, ils seraient encore tous sur l'île, mais ce soir-là, il resta sur son tabouret, et nous allons voir ce qu'il advint.